Nous ouvrons maintenant les portes du monde. Nous sommes dans les clés du monde avec James William Baguidi. Bonjour. Bonjour Loris, bonjour à tous. Présidentielle 2017 au Libéria, le premier tour validé, le second tour fixé. C'est la thématique que vous nous proposez ce matin, James. Absolument. Alors, après une longue suspension du processus électoral, la Cour suprême libérienne a validé le 7 décembre dernier les résultats du premier tour avant que la commission électorale n'en fisse le second tour au 26 décembre. Eh bien, James, la première question, c'est que vous allez d'abord nous rappeler les raisons de cette suspension. Enfin, durant, je dirais, tout ce temps. Cela n'a pas duré une semaine. Non, c'est une suspension qui aura duré plusieurs semaines, carrément plus d'un mois, et qui a montré à des moments donnés la fragilité du processus électoral au Libéria. Alors, Libéria, petit pays d'Afrique de l'Ouest, sorti d'une guerre civile qui aura duré entre 1989 et 2003, qui a fait plus de 250 000 morts, qui a eu des répercussions sur l'ensemble de la sous-région, que ce soit sur la Guinée, que ce soit sur la Sierra Leone, où elle a eu le plus gros impact, ou même sur la Côte d'Ivoire, où les seigneurs de guerre ont pu trouver refuge à des moments donnés de l'histoire. Le Libéria, donc sorti de cette longue guerre civile, a entamé un processus de paix et puis un processus électoral qui a abouti en 2005 à l'élection d'Ellen Johnson Sirleaf à la tête du pays. Et maintenant, en 2017, 12 ans plus tard, c'est-à-dire 2 mandats de 6 ans plus tard, on a commencé ce processus électoral qui devrait donc permettre la première transition démocratique à la tête du Libéria depuis bien des années. Alors, si le processus a été suspendu par la Cour suprême, la décision a été donc prise par la Cour suprême, c'est qu'il y a eu contestation des résultats du premier tour. À l'occasion du premier tour, s'affrontaient 8 candidats, parmi lesquels l'ancienne gloire du football, George Opong Maneweya. Il y avait également l'actuel vice-président qui donc partage le pouvoir avec Ellen Johnson Sirleaf, c'est-à-dire Joseph Boakai, et puis d'autres candidats comme le milliardaire Charles Bromskin. Et justement, c'est Charles Bromskin qui a interjeté appel avec ses 9,6% de suffrages obtenus au premier tour. Il a été devancé très largement par George Weah qui en avait 38% et Joseph Boakai qui était à 29% environ. Et donc, Charles Bromskin a estimé qu'il devait être qualifié pour le second tour, ou carrément, en tout cas, qu'il y avait des fraudes massives et que le premier tour de l'élection devait être invalidé. À la surprise de certains acteurs de la classe politique libérienne, Charles Bromskin a obtenu le soutien du deuxième à la présidentielle, c'est-à-dire le vice-président qui va donc soutenir son recours et demander ainsi à la Cour suprême d'invalider effectivement le premier tour pour que tout le processus soit repris à zéro. La Cour suprême va demander donc... le processus n'est pas exactement le même qu'au Bénin où c'est la Cour constitutionnelle en tout cas qui fait de nouveau les contrôles, mais la Cour suprême au Libéria demande à la Commission électorale de reprendre le contrôle et de lui transmettre les résultats. Donc la Cour suprême a ainsi fait vérifier tout ce qu'il y a eu comme résultat comme fraude éventuelle et a abouti donc pratiquement 2 mois plus tard à ce que les résultats, les fraudes qui ont été ou les irrégularités qui ont été constatées ne sont pas de nature à remettre en cause le classement du premier tour. Mais la Cour suprême a fini en disant qu'il faut que le second tour soit organisé et a demandé à la Commission électorale d'en fixer la date avant la fin de l'année et estimer que le fichier électoral doit être révisé avant ce second tour. Justement, James, la Cour suprême libérienne finit par ordonner le second tour, mais insiste sur la révision, je dirais, très sérieuse du fichier électoral. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Oui, il semble il y a un peu de contradiction. Vous savez, quand vous ne validez pas un fichier électoral, il y a quand même un peu de
de curiosité à valider le sur résultat quelle base qui est issu de ce premier tour. Et donc, la Cour a demandé une révision en profondeur. Elle a parlé de révision sérieuse du fichier électoral, mais en même temps, elle a proclamé ses résultats, en tout cas, elle a donné son verdict le 7 décembre et demande en même temps à la Commission électorale, la NEC, d'organiser les élections, le second tour, avant la fin de l'année. Vous savez, il y a un élément particulier dans la constitution libérienne dont il faut tenir compte. Le nouveau mandat prend effet le 3e lundi de l'année qui suit l'élection présidentielle. Si jamais l'élection présidentielle se déroule en 2017, le nouveau mandat commencera le 3e lundi de l'année qui suit. C'est-à-dire la Constitution, elle reste un peu vague pour justement donner des délais plus ou moins tenables, mais en même temps, elle ouvre un risque qu'on tombe en 2019 pour le nouveau mandat si jamais l'élection s'organise au-delà de 2017. Et c'est pour cette raison que la Cour suprême, là-bas c'est la Cour suprême qui se charge du contentieux électoral, elle a demandé que le second tour soit organisé au plus tard à la fin de l'année 2017. Et c'est ce que la NEC a donc ordonné en fixant le second tour au 26 décembre prochain. Maintenant, entre cette date et le temps qui reste, je me demande quelle révision du fichier électoral on peut obtenir, ce que l'on peut faire encore de ce fichier électoral. On ne va pas tomber dans un vide juridique. Oui, voilà justement. Le problème qui se pose à partir de là, c'est de savoir comment tout cela peut être organisé. De toute façon, il y a certainement un peu de contradictions, comme vous avez pu le noter, mais ces petites contradictions sont-elles de nature à remettre en cause le processus de manière à ce qu'on tombe encore dans le vide juridique, parce que si jamais l'élection doit être organisée en 2018 et que le nouveau mandat devant commencer le 3e lundi de l'année suivant l'élection, pendant cette année, qui va diriger le pays? Est-ce que c'est Ellen Johnson Sirleaf qui actuellement a achevé ses 2 mandats de 6 ans, ou bien on va mettre en place un comité? En tout cas, ce sont des risques que avec un pays qui est sorti d'une longue guerre civile, comme je l'ai dit, qui a fait plus de 250 000 morts, qui a une tradition, qui a connu une tradition de violence, il n'y a pas intérêt à prendre. Donc la Cour qui a pris cette décision et en même temps a donné le second tour, la NEC a fixé ce second tour. Je pense que le processus peut reprendre à la grande joie de tous les Libériens. Alors, James, comme dans le cas d'un match de foot, étudions les forces en présence. Quelles sont les alliances possibles en cette veille du second tour au Libéria? Alors, beaucoup d'acteurs s'attendent à ce que, dans la mesure où Charles Bromskin a obtenu le soutien du vice-président Joseph Boakai pour le recours qu'il a déposé devant la Cour suprême, ou du moins les recours qu'il a déposés devant la Cour suprême pour l'invalidation du premier tour, on s'attend à ce que ces 2 candidats, donc le 2e et le 3e, fassent alliance pour s'opposer à George Weah. Et il y a d'autres candidats, parmi ceux qui sont arrivés plus loin derrière, qui pourraient également choisir de soutenir le vice-président en exercice. Mais rien n'est dit. Pour le moment, Charles Bromskin ne s'est pas prononcé et il y avait avant cette élection des chances, et puis on voyait plus de proximité entre cette position et celle de George Weah. Donc, il me semble, à un moment donné, à l'analyse des faits, je me suis dit que c'est Joseph Boakai qui a voulu faire preuve d'intelligence en soutenant le recours de Charles Bromskin est certain que, quelles que soient les circonstances, même si le premier tour était réorganisé, ce serait lui et Weah qui reviendrait au second tour. Il y a donc en ce moment-là des chances que Bromskin lui apporte un soutien en remerciement de cet acte qu'il aurait posé. Donc, c'est un acte stratégique posé par, à mon avis. Hein, c'est une analyse que comme d'autres peuvent en faire, d'autres. Donc, Charles Bromskin pourrait soutenir éventuellement Joseph Boakai, dont il a quand même critiqué le mandat. Bon, en fait, je dirais, Boakai étant le vice-président de Ellen Johnson Sirleaf, Bromskin s'est mis dans une posture
très virulente vis-à-vis du bilan du gouvernement sortant. Et donc, il devrait normalement pencher pour George Weah. Mais dans les circonstances actuelles, on ne sait pas exactement ce qui sera fait. On sait quand même déjà que l'ancien chef de guerre, Prince Johnson, dont les hommes ont découpé sous ses yeux pendant qu'il sirotait une bière, l'ancien président, le président Samuel Doe, à l'époque, au début des années 90, a dit à choisir George Weah, l'ancienne épouse de Charles Taylor, chef de guerre, ancien président de la République, est le second sur le ticket présidentiel de George Weah. Et donc, il y a également d'autres pays candidats qui soutiennent George Weah et qui pourraient lui permettre, avec 39%, il lui manque à peine 11% de suffrage pour être élu président de la République du Libéria. Voilà les forces en présence et comment elles peuvent se positionner à l'occasion de ce second tour. Alors, James, existe-t-il selon vous des risques de violence post-électorale dans ce pays, vous le savez, je ne vous apprends rien, sorti il y a peu d'une longue guerre civile? Oui, les risques de violence post-électorale existent. Vous savez, le Libéria a, comme je l'ai déjà dit, eu une tradition de violence qui a déteint sur des pays voisins, qui a frappé de très plein fouet, de très grand fouet, la Sierra Leone, où on a connu la fameuse rébellion du Rouf avec ses méthodes extrêmes. Et le Libéria lui-même a également alimenté beaucoup le réseau des seigneurs de guerre avec ces diamants du sang, les enfants soldats. Quand on parle d'enfants soldats, on pense effectivement d'abord en Afrique, au Libéria. C'est beaucoup de pratiques qui ont eu lieu par le passé et qui laissent à croire que le Libéria pourrait, en cas de problème, basculer de nouveau dans la violence. Mais c'est dans le même temps, pour cette raison justement, qu'il y a peut-être un espoir. C'est-à-dire que le pays ayant connu de telles atrocités, le peuple libérien en a vraiment eu marre. 250 000 morts en ces années-là. Et au-delà, la pauvreté, le niveau de pauvreté, le niveau de violence urbaine qu'on a connu à une certaine époque. Et puis, il y a quelques années seulement, en 2015, on se souvient de l'épidémie d'Ebola qui a frappé de très plein fouet également le Libéria, qui en a fait un des pays, en tout cas, qu'il a encore plus reculé dans l'indice de développement humain. Autant de situations dramatiques, oui, qui ont sévi au Libéria et qui, peut-être aujourd'hui, laissent les Libériens un peu perplexes, en tout cas qui ne leur donnent pas envie de retourner dans ce cycle de violence perpétuelle. Donc, on a un espoir vis-à-vis de cette situation-là, que le Libéria ne retourne pas en situation de violence. Mais, vous savez, George Weah a déjà perdu l'élection présidentielle de 2005 de façon tout à fait étonnante. Il était arrivé largement en tête au premier tour. Il a été battu au second tour par Ellen Johnson Sirleaf. Certains analystes ont laissé penser que si Johnson Sirleaf a gagné en 2005, c'est parce que le pays sortait de guerre civile justement et qu'on avait besoin de le confier à une personnalité plus, je dirais, consensuelle, qui a également des réseaux internationaux. Ellen Johnson Sirleaf, grand professeur d'université, enseignante à Harvard et consorts, avec son bagage intellectuel et ses réseaux, avait peut-être beaucoup plus les faveurs de la communauté internationale et que les résultats auraient été modifiés en sa faveur pour que le pays puisse être confié à quelqu'un qui a de l'expérience politique et administrative à l'issue de cette guerre civile. Et donc, 6 ans plus tard, George Weah, de nouveau candidat, sera de nouveau battu. En tout cas, cette fois, il était dans Antiqué. Et puis, c'est maintenant encore candidat. Et il a une très forte popularité, il faut le reconnaître, notamment en raison de son passé de footballeur. Il fut le seul Africain, en tout cas, à avoir obtenu le ballon d'or ces dernières années. On sait très bien que depuis lui, aucun Africain n'a obtenu le ballon d'or. Et puis, il s'est vraiment battu pour l'équipe nationale de football du Libéria. Il a investi énormément dans le développement de la jeunesse, dans la jeunesse libérienne. Et puis, quand il a échoué à plusieurs fois aux élections, il est allé se former, il est allé aux études. Il a un doctorat aujourd'hui. En tout cas, il est venu, semble-t-il, en ayant comblé le déficit intellectuel qu'on lui a justement souvent ce qu'on lui reprochait. Absolument. Et donc, on lui reprochait ses limites sur le plan diplomatique. Tout à fait intellectuel. Aujourd'hui, il vient avec tout cela réuni et espère gagner l'élection avec cette foule de personnes qui l'accompagnent à chaque
fois qu'il sort, une défaite éventuelle pourrait effectivement engendrer des violences dans le pays parce que les gens se diraient qu'une fois de plus, il a été victime de fraude, de malversation, comme disait Onesphore Soglo Bénin, de tripatouillage, de mascarade. Et c'est le genre de choses qu'il ne faut pas souhaiter pour le Libéria d'aujourd'hui et de demain. Ne rappelez pas ce qu'il ne fallait pas rappeler, James. Alors, James, toujours au Libéria, quels sont vos pronostics? Si vous parlez de pronostics, vous savez, en politique, il ne faut jamais jurer de rien. En 2005, moi, tout jeune étudiant, analyste de la situation, j'avais déjà la certitude que Georges Oppong Weah était président de la République du Libéria. Il était arrivé avec plus de 35% des suffrages au premier tour. Loin, très loin devant Ellen Johnson Sirleaf. La situation s'est renversée dans les circonstances que je viens de vous expliquer. 2017, il est de nouveau très largement en tête. Mais s'il y a une coalition de l'opposition, de ceux qui sont les autres candidats contre lui, il y a des chances qu'il soit de nouveau perdant. Mais ce qui est certain, à l'heure actuelle, il part avec les faveurs des pronostics, pas seulement les miens, mais ceux des bookmakers qui pensent que dans le cas de figure actuel, les électeurs de Charles Bromskin, qui est arrivé troisième avec 9,6% des suffrages, ne suivraient pas un mot d'ordre appelant à voter pour Joseph Boakai parce que sa campagne a été vraiment axée contre la gestion de Ellen Johnson Sirleaf et appeler ensuite à voter pour le vice-président de Johnson Sirleaf serait probablement mal perçu de la part d'une grande partie de ses électeurs. Au-delà de cela, il y a Ellen Johnson Sirleaf elle-même qui n'a pas donné de position claire, c'est-à-dire qui n'appelle pas à voter clairement pour son vice-président, semble-t-il parce qu'elle est plus ou moins sûre de la victoire de George Weah. Il semblerait même, paraîtrait-il, que ce serait un deal pour que George Weah lui succède, qui avait été conclu en 2005, qui aurait été reconduit en 2012, pardon. Bon, ça, on a du mal à le démontré, oui, 2011. Maintenant, ce qui est certain, si Ellen Johnson Sirleaf quitte le pouvoir et que George Weah est élu, elle a peut-être besoin que certains de ses intérêts soient sauvegardés, notamment ceux de ses enfants qui sont également entrés en politique et en affaires. Et à ce niveau-là, il ne serait pas très bon pour elle d'être farouchement contre George Weah, ultra favori pour ce second tour. Et donc, avec son silence, il y a également une partie des électeurs qui restent un peu perplexes et qui pourraient, dans ce cas-là, se pencher vers George Weah. Autrement dit, son silence n'est pas si mieux que ça. Son silence n'est pas si mieux que ça. Quand on est président, qu'on a un vice-président de la République, qu'on a un vice-président qui est candidat, le plus naturel, c'est de dire votez pour mon vice-président. Le fait de ne pas le dire, c'est comme je ne peux pas dire de voter pour mon adversaire, pour l'adversaire de mon vice-président, mais bon, faites comme vous voulez. C'est un soutien tacite à George Weah selon certains analystes, c'est également mon cas. Merci, James William Baguidi.